Et on commence donc, comme d'habitude, avec patrimoine thématique et comme tous les mercredis, avec un patrimoine thématique consacré au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Raffo. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, vous êtes cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security, dont l'activité est de sécuriser des blockchains. On pourra dire un mot de ces enjeux-là dans la discussion. Mais vous avez également écrit un livre qui s'appelle « Le futur des espèces », qu'on voit ici et qu'on va voir apparaître à l'écran. On va parler du livre, juste avant peut-être rapidement, le rôle de Chain Security dans ce monde de la finance décentralisée, pour comprendre votre rôle à vous dans ce monde-là qui vous a poussé à écrire ce livre. Donc Chain Security, ce qu'on fait, c'est que, comme vous dites, on sécurise des blockchains, mais on sécurise des nouvelles applications de finance décentralisée. Donc typiquement, je présume que vous avez souvent entendu « Ah, la blockchain, c'est super sécure, c'est inviolable ». C'est inviolable, exactement, oui, parce qu'on n'a même plus besoin justement de banque centrale pour certifier les interactions normalement. Voilà, mais le tout, c'est qu'elle est aussi sécure que le code qui la compose, en fait. Et c'est ça que Chain Security va faire. Donc, nos ingénieurs vont étudier ce code, analyser ce code, et d'une part, regarder si c'est sécure, mais aussi regarder si ça répond vraiment aux promesses qui ont été faites. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de lire ce code et de le comprendre. Par exemple, Bitcoin. Voilà, je présume que vous avez déjà entendu, il y a 21 millions de Bitcoins au maximum, ouais, etc. Mais au final, comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous pouvez être sûr de ça, à part le fait qu'on vous l'ait dit? Et donc, typiquement, nous ce qu'on va faire, c'est de regarder ce genre de code et dire, OK, c'est effectivement donc vous allez vérifier en fait si les blockchains sont bien codés, parce que c'est vrai qu'il y a le terme blockchain, on se dit, bon, bah, c'est la blockchain, c'est la technologie blockchain, donc c'est safe, entre guillemets, mais ça dépend de chaque code de chaque blockchain, c'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est ça. Et puis donc nous, on va regarder donc, des nouvelles blockchains, on va aussi regarder des nouvelles applications de finance décentralisées, comme on dit. Et donc ça se construit beaucoup sur la blockchain Ethereum. Et là, on va utiliser des smart contracts, qu'on appelle. Oui. Donc un smart contract, c'est cette possibilité d'avoir... Donc comme vous avez sur la blockchain, on va certifier quelque chose dans le passé, de dire, ah ben voilà, on a la blockchain Bitcoin, et on peut savoir qui a combien de Bitcoins. D'accord. Okay. Donc ça, on certifie le passé, en gros. Et avec le smart contract, on peut un peu certifier le futur. C'est qu'on peut inscrire sur une blockchain, comme par exemple Ethereum, que quand la condition X ou Y va être atteinte dans la semaine prochaine, par exemple, alors on va envoyer X unités de crypto-monnaie à telle personne. D'accord. Donc en fait, on encadre des engagements futurs, par exemple des contrats commerciaux futurs entre deux personnes. C'est exactement ça, voilà. Et donc du coup, ce smart contract, ça peut permettre de créer des applications, par exemple, de dire, si vous placez X unités de crypto-monnaie, vous allez toucher un taux d'intérêt journalier, mensuel, annuel. Et donc ça... Donc comme un fonctionnement sur un livret, par exemple. Exactement. D'accord. Okay. Voilà, et ça passe par des smart contracts. Exactement. Donc d'où le nom finance décentralisée. Parce que alors, justement, cette finance décentralisée, c'est quoi sa promesse aujourd'hui? Parce qu'on comprend la technologie, on comprend un petit peu qu'on peut investir en crypto-monnaie, qu'il existe des crypto-actifs, qu'il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain, que tout ça n'a pas besoin d'être régulé par des acteurs indépendants comme des banques centrales ou au contraire dépendants d'un État. Mais quelle est la promesse de cette finance décentralisée alors? Je pense qu'il y en a plusieurs. Bon, il y a d'abord cette désintermédiation, donc le fait de ne plus avoir cet intermédiaire bancaire. Donc on remplace le contrat qu'on avait avec le banquier par un smart contract, donc qui se fait sans intermédiaire humain. Je pense qu'il y a aussi ce côté d'ouverture, d'inclusion financière. Parce que la finance décentralisée, n'importe qui peut y accéder. C'est pas forcément lié à votre identité. Typiquement, si vous regardez les grandes applications, il vous suffit d'avoir une adresse et des crypto-monnaies, et puis vous pouvez interagir avec cet écosystème. Donc on n'a pas d'intermédiaire qui fixe ces conditions, en fait. Ce que vous nous dites, c'est que tout le monde peut aller directement... tout le monde peut faire de la finance décentralisée. Exactement. Et tout le monde peut faire de la finance décentralisée, non seulement du point de vue de l'utilisateur, donc tout le monde peut faire des placements, souscrire à des produits d'assurance, etc. Mais aussi, tout le monde peut s'y mettre du côté plutôt du fournisseur du service, on va dire. Donc n'importe qui peut décider, tiens, je vais essayer de coder mon propre smart contract. D'accord. Après, encore faut-il le sécuriser, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, ça vous nous appelez. Et puis alors, ce qui est vraiment top, c'est ce qu'on appelle la composabilité. Donc on dit que la finance décentralisée, c'est des Legos financiers. Donc en fait, vous allez avoir donc d'abord la blockchain Ethereum, où il y a un petit peu tout, c'est là que tout part, c'est l'infrastructure de base. Et puis ensuite, vous allez avoir, par exemple, une application de finance
finance décentralisée qui vous permet de faire des prêts. Okay. D'accord. Et puis peut-être que après vous dites mais ce serait pas mal d'avoir un produit en plus qui permet par exemple de prendre le jeton qu'on a eu en faisant un prêt et de le mettre ailleurs par exemple. Okay. Ou bien donc de l'investir ailleurs ou de le revendre à quelqu'un. Ou bien de faire un effet de levier, etc. Et donc en fait vous pouvez vous-même vous créer votre application de finance décentralisée qui vient se poser comme un petit Lego en fait sur une autre application. Et en fait c'est ça, il y a cette ouverture parce que le code informatique est visible de tous. Donc il suffit de vous brancher dessus et donc en fait maintenant on a un écosystème qui est de plus en plus complet avec plein de produits différents mais qui sont proposés par des acteurs différents, donc il n'y a pas cette centralisation et cet effet black box où on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, et où du coup là on peut vraiment être acteur donc du coup de cette finance décentralisée. Vous ne parlez pas de Bitcoin, vous parlez de finance décentralisée, ça veut dire que quand je fais un prêt par exemple via la finance décentralisée, je peux le faire dans une crypto-monnaie et idéalement, je pourrais le faire aussi dans des monnaies existantes ou... Oui, tout à fait. Alors, le truc, c'est que Bitcoin, en fait, il a une blockchain différente d'Ethereum. D'accord. Et ce qu'on fait... Ethereum, qui est aussi une monnaie, pour le coup. C'est une technologie et une monnaie. Oui, c'est ça. Donc, la plus grande crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Et puis, la deuxième, c'est Ether. Ether qui repose sur la blockchain Ethereum. D'accord, oui. Et donc, ce qui est vraiment chouette avec Ethereum, c'est qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut dessus. Hein. On peut créer plein de choses. Et typiquement, ce qui a été fait... Ce qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin, du coup, justement, on le fait, ce que vous nous dites, c'est on le fait sur la blockchain Ethereum. Exactement. D'accord, ok. Alors, la blockchain Bitcoin est très... et les amateurs enfin, les partisans de Bitcoin vous diront souvent que c'est ça qui fait sa force, c'est qu'elle elle fait peu de choses, mais elle les fait bien. Voilà, ça fait depuis 2009 que la blockchain fonctionne. Et vu qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, selon moi, du coup, il y a moins de risques de hacks, de problèmes, etc. Sur la blockchain Ethereum, il se passe plus de choses. Il y a les smart contracts, il y a plein d'applications qui sont créées, il y a plein de tokens, de jetons différents qui sont créés. Donc, on va dire que la blockchain Ethereum, c'est plus un terrain de jeu pour les développeurs. D'accord. Et Bitcoin, un peu moins. Et pour développer des applications donc en lien avec la finance décentralisée. Dans votre livre, Le futur des espèces, vous parlez de rentrer dans des communautés financières, de sortir. Donc, du coup, si on sort de cet intermédiaire qui est la banque centrale qui va réguler la monnaie, on n'est plus en fait dans des communautés nationales ou dans des communautés donc supranationales. Mais là, vous parlez de communauté monétaire. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ça existe déjà aujourd'hui? Oui, moi je le vois un petit peu. Par exemple, si on regarde Bitcoin, pour moi, c'est une communauté monétaire qui est rejointe de façon volontaire. Moi, c'est vraiment de ça que je parle dans le livre, c'est cet aspect où en fait personne n'est forcé à rejoindre ces communautés. Il suffit de dire mais moi je souscris à ces valeurs et voilà. Et donc typiquement Bitcoin pour moi c'est des valeurs qui sont un petit peu un peu les économistes autrichiens, hein, donc cette espèce de rigueur monétaire, de discipline monétaire plutôt on va dire, avec un étalon qui ressemble un peu à l'étalon or, hein, si on regarde avec l'émission limitée, le total supply, la quantité maximale. Bien sûr, les 21 millions du Bitcoin, exactement. Les 21 millions, voilà. Donc ça ressemble pas mal à l'or. Et pour moi, cette communauté monétaire, c'est un petit peu, voilà, c'est cette discipline monétaire qui les rassemble. Et puis après, on peut avoir d'autres communautés monétaires qui vont être plus autour d'un certain type de gouvernance, par exemple. Et sur Ethereum, on voit beaucoup de communautés monétaires qui se créent. Voilà, avec toutes les monnaies, hein, je pense qu'il y a environ 10 000 crypto-actifs différents pour l'instant. Tout ça, c'est des communautés monétaires qui ont été rejointes librement par leurs utilisateurs. Et donc vraiment, on va voir à chaque fois qu'il y a certaines valeurs qui sont prônées. Bon, pour l'instant, c'est souvent des valeurs pécuniaires. Mais vraiment, ce dont je parle dans le livre, et effectivement, c'est assez prospectif, mais je pense qu'on pourrait aussi se rassembler autour de valeurs qui sont plus peut-être sociétales. Et alors, est-ce qu'il n'y a que des avantages à avoir une finance décentralisée? Là, par exemple, on a vu, on connaît une crise sanitaire depuis 1 an et demi qui a eu des incidences sur l'économie. Est-ce qu'on n'était pas content quand même d'avoir un intermédiaire à ce moment-là qui pouvait agir sur le soutien économique? Ah, mais ça, c'est vraiment pour moi la grande question, le grand clivage entre les deux. Donc, typiquement, tous ceux qui sont plus Bitcoin ou économistes autrichiens, etc., enfin, je devrais les mettre à ma droite plutôt. Tous ceux qui sont plus Bitcoin, économistes autrichiens, eux, ils estiment qu'en gros, quand il y a une crise, il faut que les conséquences de la crise soient réelles, parce que peut-être qu'il faut justement... Donc, on est dans le libéralisme à outrance. C'est ça, c'est un petit peu cette destruction créative que, voilà, s'il y a un problème, il
faut que voilà, il y ait cette destruction pour ensuite pouvoir reconstruire et pour en fait assainir l'économie. Et ils vont estimer que ce qu'on fait du côté plus interventionniste, c'est un petit peu mettre l'économie sous perfusion jusqu'à ce que ce soit plus possible. Et en fait, en étant extra accommodant au niveau des politiques monétaires, ben on finit par affaiblir la monnaie et plus tard, on aura une crise qui sera bien plus grande, mais on la retarde et on l'aggrave en la retardant. Donc ça, c'est un petit peu la vision voilà, qui n'est pas très interventionniste. Mais d'un autre côté, si on regarde le marché des cryptos, effectivement, il n'y a pas du tout cette possibilité d'intervenir. Bien sûr, c'est complètement indépendant. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un petit peu compliqué de relancer, par exemple, l'économie. Et si on voit la crise qu'il y a eu en 2017-2018 dans les cryptos, après la bulle des ICO, peut-être que s'il y avait eu justement cette possibilité de relance, peut-être que le secteur aurait mieux fonctionné, peut-être que l'innovation aurait continué, peut-être qu'on aurait diminué la méfiance vis-à-vis des arnaques et vis-à-vis de la volatilité des cryptos. Donc il y a un petit peu des arguments des deux côtés. Bon, et la prochaine étape, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on en reparlera du coup ensemble, c'est les banques centrales qui créent leur propre monnaie digitale. Merci beaucoup Émilie Raffo d'avoir consacré une dizaine de minutes à nous faire comprendre un petit peu mieux ce que c'est que la finance décentralisée. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security, mais aussi autrice du livre Le futur des espèces. Merci que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.